Étienne arriva tôt à la maison et entendit une musique qu'il n'avait pas entendue depuis un an. Son employé apprenait quelque chose à ses enfants. Ce qu'il vit le fit pleurer comme jamais auparavant. Étienne Montaigne claqua la portière de son SUV plus fort que nécessaire. Le soleil de l'après-midi frappait l'asphalte du quartier chic de Saint-Germain-des-Prés, faisant briller les portails en fer forgé qui protégeaient les hôtels particuliers du quartier. Il était parti de la réunion 2 heures plus tôt que prévu. Les investisseurs étrangers avaient annulé à la dernière minute, et pour la première fois depuis des mois, il avait l'après-midi libre. Mais alors qu'il se dirigeait vers l'entrée principale de sa maison, un son l'arrêta net. De la musique. Non, pas la musique douce du système audio qu'il avait l'habitude de programmer. Non, c'était différent. Un accordéon jouait une mélodie traditionnelle, accompagnée par les cordes maladroites mais enthousiastes d'une guitare et des voix d'enfants chantant avec une joie qu'il n'avait pas entendue chez lui depuis plus d'un an. Les voix de ses enfants. Le cœur d'Étienne s'accéléra. Il sortit les clés d'une main tremblante et ouvrit la porte d'entrée le plus silencieusement possible. Le hall en marbre italien amplifiait les sons venant du jardin arrière. Il pouvait maintenant entendre clairement. Bruno et Martine riaient entre les chansons. Son fils, sa fille, les mêmes enfants qui parlaient à peine depuis la mort de leur mère, qui passaient leurs après-midi en silence devant la télévision, qui refusaient toutes les activités que les nounous précédentes tentaient d'organiser. Étienne traversa le salon principal, ses chaussures de ville résonnant sur le sol. À travers les grandes baies vitrées donnant sur le jardin, il vit enfin la scène. Et ce qu'il vit le laissa paralysé. Solange, son aide ménagère depuis à peine 3 semaines, était assise sur la pelouse à côté de ses enfants. Bruno, son fils, tenait un accordéon rouge presque aussi grand que son torse. Ses petits doigts pressaient les touches avec une concentration absolue, la langue légèrement sortie entre les lèvres comme sa mère le faisait quand elle cuisinait. Martine, sa fille, avait une guitare acoustique sur ses genoux, ses petites mains luttant pour former les accords, tandis que Solange guidait ses doigts avec une patience infinie. Mais ce n'était pas seulement la musique, c'était la façon dont Bruno souriait, un sourire authentique, large, qui montrait le trou où il avait perdu sa dent de devant la semaine dernière. C'était la façon dont Martine riait quand elle jouait faux, sans la honte qu'elle avait développée au cours de la dernière année. C'était la façon dont ils regardaient tous les deux Solange, comme si. « Solange encore !» cria Bruno, secouant l'accordéon avec enthousiasme. « J'ai presque appris la chanson que tu m'as montrée. »« Doucement, mon petit » répondit Solange, sa voix douce mais ferme. « La musique ne se précipite pas. C'est comme la vie. Il faut sentir chaque note. » Étienne sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ces mots, ce ton, c'était exactement ce que Victoire, sa défunte épouse, avait l'habitude de dire. Solange ajusta les mains de Martine sur la guitare. « Comme ça, ma puce, les doigts doux, comme si tu caressais un chaton. La guitare n'est pas ton ennemi, c'est ton ami. Mais mes doigts me font mal. » se plaignit Martine en faisant la moue. « Cela signifie que tu apprends. » Solange sourit en lui montrant ses propres mains. « Regarde, j'ai aussi des callosités. Chacune raconte une histoire. Chacune est une chanson que j'ai conquise. » Martine observa les mains de Solange avec fascination, puis elle regarda les siennes et hocha la tête avec une détermination renouvelée. Étienne aurait dû entrer à ce moment-là. Il aurait dû demander d'où venaient ces instruments. Il aurait dû fixer des limites claires. Mais quelque chose le maintenait cloué derrière la baie vitrée, observant une scène qui semblait tirée d'un passé qu'il croyait perdu pour toujours. « Solange, la voix de Bruno devint plus petite. Tu penses que maman peut nous entendre quand on joue ?» Le silence qui suivit fut si lourd qu'Étienne sentit qu'il ne pouvait pas respirer. Solange posa la guitare de côté et s'assit plus près des enfants, sans hâte, sans gêne, avec la naturelle d'une personne qui comprend le poids d'une telle question. « Je pense que oui, mon amour, » dit-elle finalement. Sa voix chargée d'une tendresse qui fit qu'Étienne eut la gorge nouée. « Je crois que chaque note que vous jouez est comme une lettre que vous lui envoyez au ciel, et je suis sûr qu'elle est très fière de la rapidité avec laquelle vous apprenez. Mais papa dit qu'on ne doit pas parler de maman, » murmura Martine. Ses yeux se remplirent de larmes. Il dit que ça le rend triste. Solange passa un bras autour des épaules de la petite fille. « Votre papa n'est pas triste parce que vous parlez d'elle, ma chérie. Il est triste parce qu'elle lui manque énormément, tout comme à vous. Mais, vous savez quoi? La meilleure façon d'honorer quelqu'un qui est parti, c'est de vivre de la manière qu'il aurait souhaité. Et quelque chose me dit que votre maman aurait voulu vous voir sourire, chanter et remplir cette maison de musique. » Bruno s'essuya les yeux du revers de la main. « Papa n'a jamais de temps pour nous. Il ne fait que travailler et travailler. Votre papa vous aime plus que tout au monde, » répondit Solange avec fermeté. Parfois, les adultes ne savent pas comment exprimer leur douleur. Ils travaillent tellement parce qu'ils essaient de combler un vide qui ne peut être comblé ni par l'argent, ni par des réunions importantes. Mais donnez-vous du temps. L'amour finit toujours par revenir. Étienne dut s'appuyer contre le mur. Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant,
brouillant sa vision. Chaque mot de cette femme était une flèche directe à son cœur, exposant des vérités qu'il refusait lui-même d'admettre. Maintenant, Solange se leva et secoua l'herbe de son uniforme. « Nous allons jouer la chanson entière, et nous allons la jouer de tout notre cœur, parce que c'est ce qui rend la musique magique. Prêt, prêt » crièrent les enfants à l'unisson. Ce qui suivit fut une interprétation chaotique, fausse et absolument magnifique de La vie en rose. Bruno se trompait dans les accords. Martine chantait une demi-strophe en retard. Solange devait s'arrêter tous les 2 temps pour corriger les positions des doigts, mais il riait. Pour la première fois depuis les funérailles, ses enfants riaient sans retenue, sans culpabilité, sans le poids de la tristesse qui avait transformé cette demeure en un mausolée silencieux. Étienne ne sut pas à quel moment il commença à applaudir, il sut seulement que ses mains se joignirent en un applaudissement lent, fort, qui résonna dans tout le jardin et arrêta la musique net. 3 paires d'yeux se tournèrent vers lui simultanément. Bruno laissa tomber l'accordéon sur la pelouse. Martine serra la guitare contre sa poitrine, comme si elle voulait la cacher dans son corps. Et Solange se leva immédiatement, son visage perdant toute couleur, ses mains s'essuyant nerveusement sur son tablier. « Monsieur Montaigne » sa voix sortit tremblante. « Nous ne vous attendions pas si tôt. » Étienne s'avança lentement vers eux. Chaque pas lui semblait peser des tonnes. Il pouvait voir la peur grandir dans les yeux de ses enfants, la façon dont ils se recroquevillaient comme s'ils s'attendaient à une réprimande. Il pouvait voir comment Solange se plaçait instinctivement entre lui et les enfants, une protectrice silencieuse. « Papa » commença Bruno d'une voix tremblante. « Nous voulions juste... »« D'où viennent ces instruments » demanda Étienne, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. Le silence qui tomba sur le jardin fut absolu. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Solange déglutit et fit un pas en avant. « Ils sont à moi, monsieur. Je les ai apportés de chez moi. J'ai pensé que les enfants aimeraient apprendre. Je n'ai touché à rien de la maison. Je n'ai pas utilisé votre argent. Je vous ai juste donné la permission d'apporter des choses chez moi, » l'interrompit Étienne, chaque mot sortant tranchant comme un couteau. « Je vous ai donné la permission d'enseigner la musique à mes enfants. » « Non, monsieur. » Solange baissa les yeux. « Vous ne m'avez pas donné la permission. C'était une erreur de ma part. Je suis vraiment désolé. Mais papa... » Martine lâcha la guitare et courut vers lui. « Nous apprenions la chanson préférée de maman. Nous voulions te faire une surprise. » Étienne regarda sa fille. Ses grands yeux humides, si semblables à ceux de Victoire, ses petites mains sales d'herbe, ses joues roses d'émotion et d'exercice. Et à ce moment-là, 2 émotions se heurtèrent violemment en lui. Le soulagement de la voir heureuse et la terreur absolue de la perdre aussi. « Rentrez à la maison » ordonna-t-il d'une voix ferme. « Maintenant. »« Mais papa, j'ai dit... » « Rentrez à la maison. » Sa voix retentit dans tout le jardin. Bruno prit la main de sa sœur et tous 2 coururent à l'intérieur, jetant des regards suppliants vers Solange. La porte coulissante se referma derrière eux avec un bruit qui sembla sceller une sentence. Étienne et Solange restèrent seuls dans le jardin. Le soleil du soir créait de longues ombres sur la pelouse parfaite. L'accordéon gisait abandonné à côté de la guitare, comme preuve d'un crime qui n'avait pas été commis. « Monsieur Montaigne » commença Solange, sa voix plus ferme maintenant. Si c'est pour me renvoyer, c'est d'accord. Je comprends que j'ai dépassé les limites, mais s'il vous plaît, ne punissez pas les enfants. Ils voulaient juste... Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ? La voix d'Étienne tremblait d'une émotion qu'il ne pouvait lui-même identifier. Avez-vous la moindre idée ? Solange leva les yeux, confuse par le ton qui n'était pas exactement de la colère. Ces enfants n'avaient pas souri comme ça depuis la mort de leur mère, continua Étienne, sa voix se brisant. J'avais engagé des psychologues, des thérapeutes, les meilleurs nounous de la ville. Rien ne fonctionnait. Rien. Et vous arrivez ici avec un accordéon et une guitare, et en si peu de temps, vous réussissez ce que personne d'autre n'a pu. Les larmes coulaient librement sur le visage d'Étienne. Maintenant, il ne se souciait plus de garder son calme, il ne se souciait plus de paraître l'homme d'affaires froid et inébranlable que tout le monde connaissait. « Et savez-vous ce qui me terrifie le plus ?» murmura-t-il. « Que cela signifie que je suis prêt à aller de l'avant. Que de voir mes enfants heureux signifie trahir la mémoire de leur mère. Que chaque rire, chaque chanson soit un pas de plus loin de victoire. » Solange resta silencieuse un long moment. Puis, avec un courage qu'Étienne n'attendait pas, elle fit un pas vers lui. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Montaigne. » Sa voix était douce, mais ferme. « Je crois que vous confondez l'honneur et la souffrance. Garder vos enfants silencieux ne ramènera pas votre femme. Leur interdire la joie ne rendra pas votre douleur plus valide. La vraie façon d'honorer quelqu'un que nous aimons est de vivre la vie qu'il aurait voulu pour nous. »« Et que savez-vous de la perte ?» répliqua Étienne, sa douleur se transformant en défense. « Que peut savoir une aide ménagère sur l'éducation des enfants sans leur mère ?» Les mots sortirent comme un coup bas, et Étienne les regretta à l'instant même où ils franchirent ses lèvres. Solange ne broncha pas. Au lieu de cela,
Son expression s'adoucit d'une tristesse ancienne et familière. « J'en sais plus que vous ne le croyez, monsieur », répondit-elle calmement. « J'ai élevé mes 3 jeunes frères et sœurs après la mort de ma mère. J'avais 13 ans. Mon père travaillait 18 heures par jour pour nous faire vivre, tout comme vous. Et je sais exactement ce que ressent un enfant quand le seul parent qui lui reste est si perdu dans sa propre douleur qu'il oublie qu'eux aussi souffrent. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Les instruments sont à moi », continua Solange. « L'accordéon était à ma mère. La guitare, je l'ai achetée avec mon premier salaire quand j'avais 17 ans. Ce sont les seules choses de valeur que je possède, et je les ai prêtées à vos enfants parce que j'ai vu dans leurs yeux le même vide que j'ai ressenti à leur âge. Parce que je sais que la musique ne comble pas le vide, mais elle vous apprend à vivre avec. Elle vous apprend que vous pouvez porter la tristesse et la joie en même temps, qu'une chose n'annule pas l'autre. » Étienne passa ses mains sur son visage, essayant de digérer tout ce qu'il entendait. « Si vous voulez que je parte, je fais mes valises tout de suite, » dit Solange en redressant ses épaules. « Mais je vais vous demander une faveur. Ne leur enlevez pas la musique. Achetez de nouveaux instruments si ceux-ci vous dérangent. Engagez un professeur si vous ne voulez pas que je les enseigne. Mais, s'il vous plaît, ne leur enlevez pas ça. » C'est la première chose qui les fait se sentir vivants depuis que leur monde s'est effondré. Étienne regarda les instruments abandonnés sur la pelouse. Puis il regarda la maison où il savait que ses enfants regardaient par une fenêtre, attendant de connaître leur destin. Finalement, il regarda Solange, cette femme qu'il connaissait à peine, qui gagnait une fraction de ce qu'il dépensait en costume et qui, d'une certaine manière, comprenait ses enfants mieux que lui. « Depuis combien de temps leur enseignez-vous » demanda-t-il finalement. « Tous les jours après qu'ils ont fini leurs devoirs, » admit Solange. « 1 heure pendant que vous êtes au bureau. Je n'ai jamais négligé mes obligations ménagères. Je ne les ai jamais laissés sauter leurs devoirs ou leur goûter. Je voulais juste qu'ils aient quelque chose à attendre chaque jour. Et pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» Solange laissa échapper un rire amer. « Parce que les 2 dernières employées qui ont essayé de faire des activités avec les enfants ont été licenciées immédiatement. Parce que l'agence m'a prévenu que vous vouliez que cette maison soit impeccable et silencieuse. Parce que j'ai pensé que si je les voyais heureux, même pour quelques semaines, cela valait la peine de risquer mon emploi. » Étienne ferma les yeux. Chaque mot était une accusation juste. Il avait transformé sa maison en un sanctuaire de la douleur, et, ce faisant, il avait oublié que ses enfants avaient besoin de vivre. « Vous n'êtes pas renvoyé, » dit-il finalement. Solange leva brusquement les yeux, ses yeux brillants de larmes contenues. « Quoi ? Vous n'êtes pas renvoyé ?» répéta Étienne, sa voix plus ferme. « Mais j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. N'importe quoi, monsieur. Promettez-moi que vous ne laisserez pas mes enfants oublier leur mère. » La voix d'Étienne se brisa à nouveau. « Que quand vous leur enseignerez la musique, vous leur parlerez d'elle, que vous leur rappellerez que leur mère aimait aussi chanter, qu'ils ne remplaceront pas sa mémoire par la vôtre. » Solange porta une main à sa poitrine, comme si elle voulait contenir son propre cœur. « Jamais, monsieur Montaigne, jamais je n'essaierai de prendre sa place. Leur mère sera toujours leur mère. Je veux juste les aider à se souvenir de ce que ressent la joie. » Étienne hocha la tête, incapable de parler davantage sans s'effondrer complètement. « Alors continuez les leçons, » dit-il finalement. « Mais désormais, je veux être au courant. Je veux être présent quand ce sera possible. » « Vraiment ?» La voix de Solange se remplit d'espoir. « Vraiment ?» Et à ce moment-là, pour la première fois depuis la mort de Victoire, Étienne sentit que juste peut être, il y avait un chemin de retour à la vie, non pas à la vie qu'il avait eue avant, celle-ci était partie pour toujours, mais à une nouvelle vie où la douleur et la joie pouvaient coexister, où ce souvenir ne signifiait pas rester piégé dans le passé, où la musique d'un accordéon et d'une guitare jouée maladroitement par de petites mains pouvait être le début d'une guérison dont il ne savait même pas qu'il avait besoin. Solange se pencha pour ramasser les instruments, et quand elle se releva, ses yeux rencontrèrent ceux d'Étienne, et dans ce regard, il y eut une entente silencieuse, un pacte tacite entre 2 personnes qui avaient connu la perte et qui apprenaient, chacun à sa manière, qu'aller de l'avant n'était pas une trahison, c'était une survie, c'était de l'amour. « Merci, monsieur Montaigne », murmura Solange. « Non », répondit Étienne, sa voix chargée d'émotion. « Merci à vous. » Et tandis que le soleil commençait à se coucher sur le quartier de Saint-Germain-des-Prés, peignant le ciel d'orange et de rose, à l'intérieur de l'hôtel particulier des Montagnes, 2 enfants pressèrent leur visage contre la fenêtre et regardèrent leur père et leur nouvel professeur de musique revenir ensemble à la maison. Et pour la première fois en 1 an, ils osèrent croire que leur famille n'était pas aussi brisée qu'ils le pensaient. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que Solange elle-même ne pouvait imaginer, c'est que dans la poche de son tablier, elle portait un secret qui, lorsqu'il serait révélé, remettrait en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur cette famille. Un secret qui changerait leur vie pour toujours. À l'intérieur de la maison,
Le téléphone d'Étienne vibra. Un message de son avocat. Nous devons parler d'urgence du testament de Victoire. Nous avons découvert quelque chose qu'elle ne vous a jamais dit. Étienne regarda la notification et sentit le sol se dérober sous ses pieds. Certaines vérités, pensa-t-il, arrivent au moment le plus inattendu. Et cette vérité ne faisait que commencer à se révéler. Le bureau de Maître Dubois sentait le vieux papier et le café réchauffé. Étienne était assis sur cette même chaise en cuir craquelé il y a 1 an, signant des documents qui transformaient sa douleur en formalité légale. Maintenant, il était de retour, et le nœud dans son estomac lui disait que ce qu'il était sur le point d'entendre allait tout changer. « Je dois vous faire comprendre quelque chose avant de continuer, Étienne. » Maître Dubois enleva ses lunettes et les nettoya avec un mouchoir, un geste nerveux qu'Étienne avait appris à reconnaître comme un signe de mauvaise nouvelle. « Victoire m'a fait jurer de ne révéler cela que si certaines conditions étaient remplies. » Quelles conditions? La voix d'Étienne sortit plus âpre qu'il ne l'avait voulu. Que vos enfants recommencent à sourire. Le silence qui suivit fut si lourd qu'Étienne pouvait entendre le tic-tac de l'horloge ancienne au mur. Dehors, le trafic de Paris rugissait indifféremment, mais dans ce bureau, le temps semblait s'être arrêté. « J'ai reçu un appel anonyme il y a 2 jours, continua Dubois en ouvrant un dossier qu'il avait sur son bureau. Quelqu'un m'a dit qu'il avait entendu les enfants Montaigne chanter dans le parc, qu'il les avait vus rire, qu'ils semblaient revivre. Étienne sentit l'air lui échapper des poumons. Solange. Cela devait être quelqu'un qui les avait vus pendant les leçons de musique. Un voisin, un regard indiscret qui avait jeté un coup d'œil par-dessus les murs de sa propriété. Victoire savait que cela allait arriver. Dubois sortit une enveloppe scellée à la cire rouge. Elle savait que vous alliez vous enfermer dans le travail, que vous alliez engager la meilleure aide que l'argent puisse acheter, mais que vous alliez oublier la seule chose dont les enfants avaient vraiment besoin. Et c'était quoi? Demanda Étienne, bien qu'une partie de lui connaissait déjà la réponse. L'amour. Non. Pas l'amour d'un père terrifié à l'idée de les perdre aussi. L'amour qui permet aux enfants d'être des enfants. L'amour qui leur donne la permission d'être heureux malgré la douleur. Dubois fit glisser l'enveloppe sur le bureau. Étienne la prit d'une main tremblante. L'écriture de Victoire sur le devant. Pour mon amour, quand nos enfants chanteront à nouveau. Étienne brisa le sceau et sortit la lettre. Le papier tremblait entre ses doigts tandis qu'il commençait à lire. Mon cher Étienne, si tu lis ceci, cela signifie que tu as réussi. Que Bruno et Martine ont retrouvé le chemin de la lumière. Je suis si fier de toi, mon amour. Je sais combien cela te coûte, mais il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quelque chose que tu dois savoir maintenant, quand tu seras prêt à l'entendre. La maladie ne m'a pas surprise. Les médecins m'ont donné le diagnostic 6 mois avant que je ne te le dise. 6 mois pendant lesquels j'ai tout préparé, pendant lesquels j'ai cherché un moyen de m'assurer que, lorsque je ne serai plus là, nos enfants ne resteraient pas seuls avec un père si perdu dans sa douleur qu'il oublierait comment vivre. J'ai engagé quelqu'un de spécial, quelqu'un qui comprendrait la douleur de perdre une mère parce qu'elle l'a vécue elle-même, quelqu'un qui saurait que la musique peut être un pont entre la tristesse et l'espoir. Son nom est Solange Duval. Je l'ai rencontrée à l'hôpital lors d'une de mes séances de chimiothérapie. Elle était là, visitant une vieille dame qu'elle soignait, jouant de la guitare dans la salle d'attente pour égayer les patients. Sa musique m'a donné la paix dans mes derniers jours. Nous avons beaucoup parlé. Je lui ai parlé de toi, des enfants, de ma peur de les quitter. Et elle m'a promis quelque chose. Que le moment venu, quand vous seriez prêt, elle serait là. Non pas comme un remplacement, jamais, mais comme un ange gardien qui vous rappellerait qu'il est bon de revivre. Le testament que tu as signé n'était pas le seul, mon amour. Il y en a un autre. Un qui inclut une fiducie pour Solange. Assez d'argent pour s'assurer qu'elle n'ait jamais à se soucier de son avenir, à condition qu'elle continue à travailler pour ta famille et que les enfants continuent à montrer des progrès émotionnels. Je sais que cela va te mettre en colère. Je sais que tu vas te sentir trahi, mais s'il te plaît, comprends. Je n'ai pas choisi quelqu'un pour prendre ma place. J'ai choisi quelqu'un pour vous guider vers toi. Fais-lui confiance, Étienne. Fais confiance à la vie. Et surtout, crois que l'amour ne meurt jamais, il ne fait que se transformer. À jamais tienne, Victoire. La lettre tomba des mains d'Étienne. Les larmes coulaient sur son visage sans contrôle, dégoulinant sur le bureau en acajou, tachant les documents légaux que Dubois avait préparés. Combien réussit-il enfin à articuler? Combien d'argent lui a-t-elle laissé? 2 millions d'euros, répondit Dubois avec douceur, plus une mensualité de 50 000 euros pendant 5 ans, à condition qu'elle reste au service de votre famille et que les enfants continuent à montrer des progrès émotionnels. Étienne se leva brusquement, la chaise raclant le sol avec un grincement qui lui mit les nerfs à vif. « Vous êtes en train de me dire que Solange savait tout ça depuis le début ?» Sa voix monta, que tout était planifié, que sa gentillesse, sa patience, tout faisait partie d'un maudit contrat. Non. Dubois se leva aussi,
sa voix ferme. Solange ne sait rien de la fiducie. Victoire m'a donné des instructions spécifiques. Ne révélez l'accord qu'après que j'ai vérifié que Solange tenait sa promesse pour les bonnes raisons, non pas pour l'argent, mais par amour sincère. Et comment diable avez-vous vérifié ça? Je l'ai observé pendant 3 semaines, Étienne. J'ai engagé un détective privé. Solange a 3 emplois en plus du vôtre. Elle vit dans un appartement d'une seule pièce qu'elle partage avec ses 3 frères et sœurs. Elle gagne moins en un mois que ce que vous dépensez pour un dîner d'affaires. Et pourtant, elle a acheté ses instruments de musique avec son propre argent, se privant de repas. Étienne s'accrocha au bord du bureau, sentant que le monde basculait sous ses pieds. Elle ne sait pas qu'elle a été choisie par votre épouse, continua Dubois. Elle pense qu'elle a obtenu le poste par une agence de recrutement normale. Et le plus important, chaque jour qu'elle passe chez vous, elle risque son unique revenu stable en apportant ses instruments sans permission, parce que pour elle, le bonheur de vos enfants vaut plus que sa sécurité économique. « Mon Dieu !» murmura Étienne en passant ses mains dans ses cheveux. Victoire a tout planifié, chaque détail. « Votre épouse était une femme extraordinaire, » dit Dubois avec un sourire triste, « et elle vous connaissait mieux que quiconque. Elle savait que vous alliez essayer de contrôler votre douleur en contrôlant tout le reste, que vous alliez ériger des murs si hauts que même vos propres enfants ne pourraient pas les escalader. Alors elle vous a envoyé quelqu'un qui pourrait abattre ces murs sans que vous vous en rendiez compte. » Étienne regarda à nouveau la lettre, les mots de Victoire, brouillés par ses larmes. « Quand dois-je lui dire ? Quand vous serez prêt, » répondit Dubois. « Mais je vous suggère de le faire bientôt, car si Solange le découvre par un autre moyen, elle pourrait se sentir trahie, et nous ne voulons pas perdre l'ange que Victoire nous a envoyé. » Étienne rentra chez lui en pilotage automatique. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. Gratitude envers Victoire pour sa prévoyance, colère de se sentir manipulé, culpabilité d'avoir maltraité Solange et une peur profonde de ce que tout cela signifiait. Quand il arriva chez lui, le soleil se couchait déjà. Mais avant qu'il ne puisse se garer dans son garage, quelque chose attira son attention. Il y avait une voiture de luxe garée devant son entrée, une Mercedes argentée qu'il reconnut immédiatement. Celle de sa belle-mère, Madame Christine de Valois, la mère de Victoire, et la dernière personne au monde qu'Étienne voulait voir à ce moment-là. Il descendit de la voiture avec un poids sur la poitrine. Depuis la rue, il pouvait entendre des voix fortes venant du jardin de devant. Il se précipita vers le portail, et ce qu'il vit le glaça. Christine se tenait devant Solange, qui tenait un sac poubelle dans une main et avait la tête baissée. Bruno et Martine étaient derrière Solange, s'accrochant à son uniforme, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Qui vous croyez être pour toucher aux affaires de ma fille ?» La voix de Christine était un fouet, tranchante et cruelle. « Comment osez-vous utiliser ces affaires ? Madame, j'étais juste en train d'organiser l'armoire comme Monsieur Montaigne me l'a demandé. » La voix de Solange tremblait, mais elle restait ferme. « Je n'ai rien touché de personnel. J'étais juste en train de ranger les vêtements d'hiver. » Menteuse. Christine souleva une guitare qu'Étienne reconnut immédiatement. La guitare espagnole de Victoire, sa possession la plus précieuse. « J'ai trouvé ça dans la chambre de la bonne. Pensiez-vous aussi voler les souvenirs de ma fille ? » « Non, » cria Martine, sa voix se brisant. « Solange n'a rien volé. Je lui ai demandé de me la montrer. » Christine se tourna vers sa petite fille avec une expression qui aurait gelé le feu. « Toi, tout est ice. Je te parlerai plus tard de passer du temps avec la domesticité. » « Elle n'est pas juste la domesticité. » Bruno sortit de derrière Solange. « Elle est notre maîtresse. Elle nous rend heureux. Elle les gâte. » Christine se tourna à nouveau vers Solange. Elle leur remplit la tête de bêtises. Ma fille n'aurait jamais permis qu'une femme comme vous s'approche autant de ses enfants. Quelque chose dans ces mots sembla briser le calme de Solange. Ses yeux se remplirent de larmes, mais son dos se redressa. Quand elle parla, sa voix était basse, mais chargée d'une dignité qui coupait plus profondément que n'importe quel cri. Avec tout le respect que je vous dois, Madame de Valois, vous ne savez rien de ce que votre fille aurait voulu, parce que si vous le saviez, vous seriez heureuse de voir vos petits-enfants sourire au lieu d'être ici à m'accuser de vol. Le silence qui suivit fut absolu. Même le vent sembla retenir son souffle. Christine fit un pas vers Solange, son visage déformé par la fureur. « Comment osez-vous me parler ainsi ? Je vais m'assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans aucune maison décente de cette ville. Je vais, ça suffit. » La voix d'Étienne retentit dans tout le jardin avec une force qui le surprit lui-même. Tous se tournèrent vers lui. Christine avec surprise, Solange avec un mélange de soulagement et de peur. Et les enfants coururent vers lui comme s'il était leur salut. « Papa ?» sanglota Martine, s'accrochant à sa jambe. « Grand-mère veut renvoyer Solange. Elle dit qu'elle est méchante, mais elle n'est pas méchante, papa. Elle est bonne. Elle nous apprend les chansons de maman. » Étienne s'agenouilla et serra ses enfants dans ses bras. Il pouvait sentir qu'ils tremblaient, que la peur leur courait dans les veines. Et à ce moment-là,
quelque chose se brisa en lui. Toutes les pièces éparses, toutes les révélations du jour, toutes les émotions qu'il avait réprimées pendant 1 an se cristallisèrent en une clarté absolue. Il savait ce que Victoire aurait voulu et finalement, il était prêt à honorer sa mémoire de la bonne manière. Il se leva et marcha vers Christine d'un pas lent et mesuré. Quand il parla, sa voix était basse, mais chaque mot tombait comme un marteau. « Christine, pendant la dernière année, je vous ai permis beaucoup de choses. Je vous ai permis de critiquer la façon dont je gère ma maison. Je vous ai permis de remettre en question mes décisions en tant que père. Je vous ai permis tout cela par respect pour la mémoire de Victoire. » Christine ouvrit la bouche pour répondre, mais Étienne leva la main. « Mais cela s'arrête maintenant. Solange n'est pas une voleuse. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à cette famille depuis la mort de Victoire. Et si vous ne pouvez pas voir cela, si vous ne pouvez pas vous réjouir que vos petits-enfants guérissent enfin, alors vous n'êtes plus la bienvenue chez moi. Vous me chassez ?» La voix de Christine monta de 3 octaves. « Vous me chassez de la maison de ma fille pour défendre sa mémoire ?»« Non, » dit Étienne calmement. « Je vous demande de partir parce que vous déshonorez sa mémoire. Victoire n'aurait pas voulu que ses enfants vivent dans un musée de tristesse. Elle aurait voulu exactement ça. De la musique, des rires, de la vie. » Christine regarda Étienne comme si elle le voyait pour la première fois. Ses yeux allèrent de lui à Solange, puis aux enfants. Et à ce moment-là, quelque chose sembla se briser dans son expression. Vous savez ce qui est le pire ? Sa voix sortit brisée, vulnérable. « Que vous avez raison. Victoire m'a dit la même chose avant de mourir. Elle m'a demandé de les laisser vivre, de les laisser être heureux. Mais je ne sais pas comment la laisser partir. » Les larmes coulaient sur le visage de Christine maintenant, des années de douleur contenues débordant enfin. « Chaque rire de ses enfants me rappelle qu'elle n'est pas là pour l'entendre, » continua-t-elle. « Chaque sourire est un couteau parce que Victoire ne peut pas le voir. Et je sais que c'est mal. Je sais que je suis égoïste, mais c'est ma fille, Étienne, mon bébé. Et je ne sais pas comment vivre dans un monde où elle n'est pas là. » Étienne sentit sa propre colère se dissoudre. Il reconnut la douleur dans les yeux de Christine, parce que c'était la même qu'il voyait dans son miroir chaque matin. « Je sais, » dit-il avec douceur. « Croyez-moi, je sais. Mais Victoire n'est pas partie pour que nous passions le reste de nos vies à souffrir. Elle est partie en nous laissant un cadeau à Bruno et Martine. Et notre travail est de nous assurer que ce cadeau s'épanouisse. » Christine s'essuya les yeux, son masque d'aristocrate se fissurant complètement. « Je suis désolée, » dit-elle finalement, se tournant vers Solange. « Je n'avais pas le droit de vous parler ainsi. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien depuis que je l'ai perdu. » Solange, qui était restée debout tout ce temps avec une dignité silencieuse, fit un pas en avant. « Je comprends votre douleur, madame, » dit-elle avec gentillesse, « et je n'essayerai jamais de prendre la place de votre fille. Mais je peux vous promettre ceci. Tant que je serai là, je m'assurerai que Bruno et Martine sachent exactement qui était leur mère, quelle chanson elle aimait, ce qui la faisait rire, comment ses yeux brillaient quand elle parlait d'eux. » Christine regarda Solange avec une expression mêlant surprise et gratitude. « Vous feriez vraiment ça ? » « Je le fais déjà, » répondit Solange avec un doux sourire. « Chaque jour, je leur raconte quelque chose de nouveau sur elle. Parce que vous avez raison. Elle mérite qu'on se souvienne d'elle, et ils méritent de connaître la femme extraordinaire qu'était leur mère. » Pour la première fois depuis la mort de Victoire, Christine sourit, un petit sourire fragile, mais réel. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de prendre soin d'eux. » Puis elle se tourna vers Étienne. « Je dois partir. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. » Étienne hocha la tête. « Quand vous serez prête, les portes de cette maison vous seront toujours ouvertes, Christine. » Christine se pencha pour embrasser Bruno et Martine, les serrant avec une intensité qui disait tout ce qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. Puis elle partit, laissant derrière elle la guitare de Victoire, appuyée contre le mur du jardin. Quand le bruit de la Mercedes s'estompa au loin, Étienne se permit enfin de respirer. Il se tourna vers Solange, qui restait debout, les mains jointes devant elle, attendant. « Solange, je dois vous parler, » dit Étienne. « Il y a quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui. Quelque chose à propos de Victoire, quelque chose à propos de vous. » Solange le regarda d'un air interrogateur. « À propos de moi, Victoire, vous connaissez. » Les mots sortirent avant qu'Étienne ne puisse les retenir. « Elle vous a rencontré à l'hôpital. Elle vous a demandé d'être ici, de prendre soin des enfants le moment venu. » Solange resta complètement immobile. Son visage pâlit comme si le sang l'avait quitté. « Quoi ? Il y a un testament, une fiducie. Victoire vous a laissé. » Mais avant qu'il ne puisse finir, Solange leva une main. Ses yeux s'étaient remplis de larmes, mais aussi de quelque chose d'autre. La compréhension. « Elle me l'a demandé, » murmura-t-elle, à l'hôpital après avoir joué pour les patients. « Elle m'a appelé dans sa chambre et m'a parlé de vous, de ses peurs, de son amour. Elle m'a demandé de promettre d'être là si un jour vous aviez besoin de moi. Et vous avez accepté ?» Je lui ai dit oui.
Solange s'essuya les larmes, mais je lui ai aussi dit que je ne le ferais que si je sentais que c'était la bonne chose à faire, que je ne le ferais jamais par obligation ou pour de l'argent. Quand j'ai vu l'annonce d'emploi des semaines plus tard, je ne savais pas que c'était votre maison. Non, jusqu'à ce que j'arrive ici et que je vois les photographies. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que je ne voulais pas que vous pensiez que j'avais des arrière-pensées. La voix de Solange se brisa. Votre épouse m'a demandé de prendre soin de ses enfants, mais je devais savoir que je pouvais le faire, que ce n'était pas seulement une promesse, mais une vocation. Étienne sentit les dernières pièces du puzzle s'assembler enfin. Victoire n'avait pas embauché une employée. Elle avait envoyé un ange gardien, et cet ange avait choisi de rester, non par obligation mais par amour. « Il y a de l'argent, dit Étienne, une fiducie. Victoire voulait s'assurer que vous soyez prise en charge. » Solange secoua immédiatement la tête. « Je ne le veux pas. »« Quoi? Je ne suis pas venu ici pour l'argent, monsieur Montaigne. Je suis venu parce que j'ai fait une promesse à une femme mourante, parce que j'ai vu dans ses yeux la même peur que j'ai vue dans les yeux de mon père quand ma mère est morte, et parce que ses enfants méritent mieux que de grandir dans une maison où la douleur fait taire les rires. Si j'accepte cet argent, tout ce que j'ai fait ici sera souillé, continua-t-elle avec fermeté. Les gens diront que je l'ai fait par intérêt. Vous penserez que je l'ai fait par intérêt. Et pire encore, je douterai moi-même de mes raisons. Alors non, merci, mais non. À ce moment-là, avec le soleil se couchant derrière elle, avec les enfants la regardant comme si elle était leur héroïne personnelle, Étienne sut que Victoire avait bien choisi. Il sut aussi que cela faisait mal. « D'accord, dit-il finalement. L'argent sera là si un jour vous changez d'avis. Mais il y a autre chose que je dois vous demander. Qu'est-ce que c'est? Je veux que vous arrêtiez de vous cacher, que vous utilisiez la guitare de Victoire pour leur enseigner, que vous parliez d'elle librement, que vous leur racontiez des histoires, que vous remplissiez cette maison avec la musique qu'elle aimait. Et je veux être là. Je veux apprendre à jouer aussi. » Pour la première fois, Solange sourit. Un sourire complet, éclatant, qui illumina son visage. Vraiment, vraiment. Bruno et Martine crièrent de joie et coururent serrer leur père et Solange simultanément, créant un groupe désordonné de bras et de rires. Et pour la première fois en un an, Étienne se permit de ressentir autre chose que de la douleur. Il ressentit de l'espoir. Mais tandis que le soleil finissait de se coucher sur Paris, tandis que cette famille brisée commençait à retrouver les contours de la façon de s'assembler à nouveau, aucun d'eux ne savait que quelqu'un les avait observés. Depuis une voiture sombre garée au bout de la rue, une femme prenait des photographies. Des photographies d'Étienne serrant Solange dans ses bras. Des photographies des enfants heureux. Des photographies qui, entre de mauvaises mains, pourraient détruire tout ce qu'ils venaient de construire. La femme rangea l'appareil photo, démarra le moteur et disparut dans la nuit. Certaines menaces n'arrivent pas avec des avertissements, et celle-ci ne faisait que commencer à prendre forme. L'arôme du chocolat chaud emplissait la cuisine de l'hôtel particulier des Montaigne. C'était samedi matin et pour la première fois en plus d'un an, la maison n'était pas plongée dans un silence sépulcral. Bruno pratiquait des gammes à son accordéon tandis que Martine essayait de suivre le rythme en tapant des mains. Solange coupait des fruits frais en fredonnant doucement la mélodie que les enfants jouaient. Étienne observait depuis l'entrée de la cuisine une tasse de café fumant à la main. Il y avait quelque chose de profondément curatif dans cette scène quotidienne. Quelque chose qui lui rappelait comment sa vie était avant que le cancer ne la transforme en un compte à rebours vers la fin inévitable. « Papa, viens jouer avec nous » cria Martine, ses yeux brillants d'une joie qui semblait impossible des mois auparavant. « Je ne sais même pas où mettre mes doigts, ma puce » répondit Étienne avec un sourire. « C'est pour ça qu'il faut pratiquer. » Bruno posa l'accordéon sur la table avec le sérieux d'un maître expérimenté. Solange dit que la seule différence entre quelqu'un qui ne sait pas jouer et un musicien, c'est que le musicien n'a jamais abandonné. Solange leva les yeux, et ses yeux rencontrèrent ceux d'Étienne. Il y avait quelque chose de différent en elle depuis la conversation sur le testament. Une légèreté, comme si un poids invisible avait été soulevé de ses épaules. « C'est vrai ?» dit Étienne en s'approchant de la table. « Votre maîtresse est très sage. Et très jolie » ajouta Bruno avec l'honnêteté brutale d'un enfant, ce qui lui valut un coup de coude de sa sœur et un rire étouffé de Solange. La sonnette de la porte interrompit le moment. Un son strident qui résonna dans toute la maison comme une alarme. « Nous attendons quelqu'un » demanda Solange en s'essuyant les mains sur son tablier. « Non. » Étienne fronça les sourcils. « J'y vais. » Il marcha vers la porte principale, ses pas résonnant sur le marbre. À travers le judas, il vit une femme, qu'il ne reconnut pas immédiatement, élégante, d'une quarantaine d'années, les cheveux foncés relevés en un chignon parfait, et un tailleur qui criait argent et pouvoir. Quand il ouvrit la porte, la femme lui adressa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, monsieur Montaigne, mon nom est Gabrielle Moreau. Je suis directrice des ressources humaines du groupe Lambert Moreau. » Étienne sentit un frisson lui parcourir le dos.
Le groupe Lambert-Moreau était son principal concurrent. Des rivaux féroces pour chaque appel d'offres, chaque contrat, chaque opportunité d'affaires. « Que faites-vous ici » demanda-t-il avec prudence. « Je viens pour une affaire délicate. » Gabriel sortit une enveloppe de son sac de créateur. « Une affaire qui concerne votre employée de maison, Solange Duval. » Le cœur d'Étienne s'accéléra. « Qu'est-ce qui se passe avec elle? Pouvons-nous parler à l'intérieur » Gabriel jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule d'Étienne, à l'intérieur de la maison. « Je pense qu'il est préférable qu'elle soit également présente pour cette conversation. » Chaque instinct d'Étienne lui disait de fermer la porte, de protéger sa famille de ce que cette femme pouvait apporter, mais la curiosité, mêlée à une peur grandissante, le fit reculer. « Entrez. » Gabriel entra d'un pas mesuré, ses talons claquant sur le sol comme une horloge qui égrène les secondes avant une explosion. Ses yeux scannèrent l'hôtel particulier avec un mélange d'appréciation et de quelque chose de plus sombre, d'envie peut-être, ou de satisfaction anticipée. Quand ils arrivèrent à la cuisine, Solange resta paralysée. Le couteau qu'elle tenait tomba sur la planche à découper avec un bruit sec. Son visage, qui quelques instants auparavant rayonnait de tranquillité, devint livide. « Gabriel » murmura-t-elle comme si prononcer le nom lui brûlait la langue. « Bonjour, Solange. » Le sourire de Gabriel était pur poison. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Bruno et Martine regardaient entre les deux femmes, confus par la tension qui avait rendu l'air de la cuisine épais et difficile à respirer. « Vous vous connaissez » demanda Étienne. « Oh, nous nous connaissons très bien » répondit Gabriel, sans quitter Solange des yeux. « Nous étions comme des sœurs, jusqu'à ce qu'elle me trahisse. » Solange ferma les yeux, ses mains s'agrippant au bord du comptoir comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Ce n'est pas vrai. Sa voix sortit à peine comme un murmure. « Non. » Gabriel se tourna vers Étienne. « Solange vous a-t-elle parlé de son passé, Monsieur Montaigne? Elle vous a dit pourquoi elle a vraiment quitté son dernier emploi important? »« Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit Étienne, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Gabriel ouvrit l'enveloppe et en sortit une série de photographies. Elle les étala sur la table de la cuisine, entre les plats de fruits et les tasses de chocolat. C'étaient des images de Solange, des années plus jeunes, élégamment vêtue, souriant aux côtés d'un couple de personnes âgées, dans ce qui semblait être une demeure encore plus grande que celle d'Étienne. Il y a 5 ans, Solange travaillait pour la famille Moreau, expliqua Gabriel. Sa voix prenant le ton d'une procureure présentant des preuves. Les parents de mon mari étaient comme ses grands-parents adoptifs. Ils la traitaient comme un membre de la famille, lui ont payé des cours de musique, lui ont donné un salaire généreux, lui ont fait entièrement confiance. Gabriel, s'il vous plaît. La voix de Solange trembla. Ne faites pas ça. Ne pas dire la vérité? Gabriel sortit d'autres photographies. Ce sont les bijoux qui ont disparu de la maison Moreau. 500 000 € d'antiquités ont disparu la même semaine que Solange a cessé de travailler pour eux. Le silence qui tomba sur la cuisine fut absolu. Étienne sentait que son monde s'écroulait pour la 2e fois en 2 ans. C'est un mensonge. Solange fit un pas en avant, ses yeux brillants de larmes. Je n'ai jamais rien volé. J'ai démissionné parce que, l'interrompit Gabriel, parce que vous avez découvert que mon beau-père souffrait de démence et signait des chèques dont il ne se souvenait pas, parce que vous avez vu une opportunité? Non, la voix de Solange se brisa. J'ai démissionné parce que votre mari me mettait très mal à l'aise. Il ne respectait pas mon espace personnel et profitait de l'absence de ses parents. Votre mari est une personne sans scrupules et j'ai porté plainte pour négligence grave. Quand je suis descendu, j'ai vu que son père le traitait avec beaucoup de dureté et d'injustice. L'accusation tomba comme une bombe. Gabriel pâlit, son masque de contrôle glissant un instant avant qu'elle ne se reprenne. « C'est une calomnie » siffla-t-elle. « Mon mari est un homme respectable. Votre mari est un prédateur. » Solange ne tremblait plus. Sa voix était un feu contenu. « Et vous le savez, vous l'avez toujours su. C'est pourquoi vous me blâmez pour le vol au lieu d'admettre la vérité, parce qu'il est plus facile de me détruire que d'affronter qui est réellement votre mari. » Étienne regardait entre les deux femmes, essayant de traiter les informations qui arrivaient trop vite. Bruno et Martine s'étaient rapprochés de Solange, leurs petites mains s'agrippant à son uniforme. « Avez-vous des preuves de ce vol ?» demanda Étienne finalement, sa voix d'homme d'affaires redevenant froide et calculatrice. Gabriel le regarda avec surprise. « Pardon ? Des preuves ?» répéta Étienne. « Plainte à la police, mandat d'arrêt, quelque chose de plus que des accusations et des photographies de bijoux disparus. » Gabriel ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. « Nous n'avons pas porté plainte parce que nous voulions gérer l'affaire discrètement par respect pour la mémoire de Monsieur Moreau. » Comme c'est commode, l'interrompit Étienne, sa voix coupante comme un scalpel. « Vous accusez quelqu'un de vol, mais vous ne portez pas plainte. Vous détruisez sa réputation, mais vous n'offrez aucune preuve. Dites-moi, Madame Moreau, est-ce une vengeance personnelle, ou votre entreprise vous a-t-elle envoyé ici dans un but précis ?» Gabriel se redressa, retrouvant un peu de son calme. «
Je suis venu vous avertir, Monsieur Montaigne. Mon mari est maintenant le PDG du groupe Lambert Moreau, et il n'oublie pas, surtout pas les personnes qui portent de fausses accusations contre lui. C'est une menace, c'est une information. Gabriel ramassa les photographies d'un geste brusque. Faites-en ce que vous voulez, mais quand vos partenaires commerciaux découvriront que vous avez une voleuse pour prendre soin de vos enfants, quand les médias apprendront que le respectable Étienne Montaigne fait confiance à une femme au passé si douteux, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Elle se tourna pour partir, mais la voix de Martine l'arrêta net. Vous êtes une menteuse. Gabriel se retourna lentement. La fillette de 6 ans la regardait avec une férocité qui contredisait sa petite taille. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que vous êtes une menteuse, répéta Martine. Sa voix plus forte maintenant. Solange n'est pas une voleuse. Elle est bonne. Elle prend soin de nous. Elle nous rend heureux. Et vous voulez juste nous faire du mal, parce que vous êtes une méchante personne. Martine, chérie, les adultes parlent, commença Gabriel avec condescendance. Je m'en fiche. Bruno se plaça à côté de sa sœur. Ma maman nous a appris à défendre les bonnes personnes, et Solange est une bonne personne. Alors si elle doit quitter notre maison, nous partons avec elle. Étienne sentit quelque chose s'expanser dans sa poitrine. Fierté, amour, admiration face au courage de ses enfants. Ces enfants qui avaient été si brisés, si perdus, se tenaient maintenant fermes comme des guerriers défendant quelqu'un qu'ils aimaient. « Je pense que vous avez entendu mes enfants » dit Étienne, sa voix chargée d'une autorité qui n'admettait pas de réplique. « Maintenant, écoutez-moi. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé chez les Moreau. Je ne sais pas qui a volé ces bijoux ou s'ils ont même été volés, mais je sais ceci. Solange est chez moi depuis des semaines. Elle a eu accès à des choses qui valent bien plus qu'un demi-million d'euros, et rien, absolument rien, n'a disparu. « Pas encore » murmura Gabriel. « Non. » La voix d'Étienne résonna dans toute la cuisine. « Non, pas encore, jamais. Parce que cette femme a plus d'intégrité dans son petit doigt que votre mari dans tout son corps. Et s'il veut venir ici pour me menacer personnellement, qu'il le fasse. Mais envoyer sa femme faire le sale boulot ne fait que prouver à quel point il est lâche. » Gabriel fit un pas vers Étienne, son visage déformé par la fureur. « Vous allez le regretter. Quand le groupe Lambert Moreau en aura fini avec vous, quand votre réputation sera détruite, quand personne ne voudra faire affaire avec l'homme qui défend une voleuse, vous vous souviendrez de ce moment. »« Peut être, » répondit Étienne avec calme, « mais au moins, je pourrai dormir la nuit en sachant que je n'ai pas sacrifié une personne innocente par peur. Pouvez-vous en dire autant ?» Gabriel le regarda avec une haine pure. Puis, sans un mot de plus, elle quitta la cuisine d'un pas furieux. La porte principale se ferma avec un bruit qui fit trembler les cadres des fenêtres. Le silence qui restait était lourd, chargé d'émotions innommables. Solange s'était effondrée sur une chaise, ses mains couvrant son visage, tandis que son corps tremblait de sanglots silencieux. Étienne s'approcha et s'agenouilla devant elle. « Racontez-moi tout » dit-il doucement. « Depuis le début. » Solange baissa les mains. Son visage était gonflé, ses yeux rouges, mais il y avait quelque chose dans son expression, du soulagement peut-être ou l'épuisement de quelqu'un qui a porté un secret trop longtemps. « J'ai travaillé pour les Moreau pendant 2 ans, commença sa voix rauque. Ils étaient comme mes grands-parents. Ils m'ont traité mieux que ma propre famille. Mais leur fils Rémi, il était différent quand ses parents ne regardaient pas. Bruno et Martine s'assirent de chaque côté de Solange, leurs petites mains lui tenant les siennes. Ça a commencé par des commentaires, continua-t-elle, puis par des contacts accidentels, puis par des visites dans ma chambre quand tout le monde dormait. J'avais 23 ans, il en avait 40, il était marié, et c'était mon patron. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» demanda Étienne, bien qu'une partie de lui connaissait déjà la réponse. Parce que personne ne m'aurait cru. Les larmes coulaient librement sur les joues de Solange maintenant. C'était le fils parfait, le mari parfait, l'homme d'affaires prospère. J'étais juste l'employé, l'orpheline qui avait grandi dans la pauvreté, qui aurait cru ma parole contre la sienne, et les bijoux. Solange laissa échapper un rire amer. Les bijoux ont disparu la semaine après ma démission. Pratique, n'est-ce pas? Il m'a menacé quand je lui ai dit que je partais. Il m'a dit que si je parlais, il s'assurerait que je ne retravaillerais plus jamais dans une maison décente. Et il a tenu parole. Chaque fois que je trouvais un emploi, il s'en informait d'une manière ou d'une autre et appelait mes employeurs. Il inventait des histoires jusqu'à ce que j'arrête d'essayer et que je me consacre à des emplois où personne ne demandait de référence. C'est pour ça que vous avez 3 emplois. Étienne sentit une rage brûler dans sa poitrine. C'est pour ça que vous vivez dans un petit appartement avec vos frères et sœurs. Je ne regrette rien, dit Solange avec fermeté. Je préfère vivre avec peu et garder ma dignité que de me taire et d'être complice d'un tel homme. Étienne se leva et commença à faire les 100 pas dans la cuisine, son esprit d'homme d'affaires déjà en pleine effervescence. « Rémi Lambert » murmura-t-il, le nouveau PDG. « C'est pour ça qu'il ne voulait pas que je grandisse. C'est pour ça que le groupe Lambert Moreau a fait des offres agressives sur chaque contrat.
Que voulez-vous dire? Demanda Solange. Que ça n'a jamais été à propos de vous. Étienne s'arrêta. Ou du moins, pas seulement à propos de vous. Rémi a vu une opportunité de m'attaquer par l'intermédiaire de mon employé, de déstabiliser ma vie personnelle tout en me concurrençant professionnellement. C'est un coup de maître, je dois l'admettre. Alors, vous me croyez? Étienne regarda Solange, cette femme qui avait refusé des millions d'euros parce qu'elle ne voulait pas que son intégrité soit remise en question, qui dormait dans un petit appartement mais apportait des instruments de musique pour enseigner à des enfants qui n'étaient pas les siens, qui avait enduré le harcèlement et la diffamation, mais n'avait jamais perdu sa dignité. « Je vous crois », dit-il simplement, « et je vais faire quelque chose à ce sujet. »« Non », Solange se leva brusquement. « Je ne veux pas que vous meniez mes batailles. Vous en avez déjà fait assez en me défendant aujourd'hui. Ce n'est plus seulement votre bataille, répondit Étienne. Rémi vous a utilisé pour m'attaquer, et je ne permets à personne de menacer ma famille. Je ne suis pas votre famille, murmura Solange. Étienne regarda Bruno et Martine, qui étaient toujours accrochés à Solange, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Il regarda la cuisine pleine de lumière, de musique et de vie. Il regarda cette femme que Victoire avait choisie, que ses enfants aimaient, que lui-même en était venu à. Quoi? Respecter? Admirer? Quelque chose de plus? Oui, vous l'êtes, dit-il finalement. Peu, être pas par le sang, peu, être pas par les papiers, mais oui, vous l'êtes. Solange porta une main à sa poitrine, les larmes renouvelées dans ses yeux. Merci, murmura-t-elle. Ne me remerciez pas encore. Étienne sortit son téléphone, parce que ce que je vais faire va probablement empirer les choses avant qu'elles ne s'améliorent. Qu'est-ce que vous allez faire? Étienne sourit. Mais ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire d'un homme d'affaires qui venait de voir l'échiquier complet et qui savait déjà comment faire échec et mat. Je vais engager le meilleur avocat spécialisé en droit du travail de la ville. Je vais intenter une action en justice contre Rémi Lambert pour harcèlement moral, au travail, diffamation et complot. Et je vais utiliser toutes les ressources à ma disposition pour m'assurer qu'il ne puisse plus jamais faire ça à personne. Mais ça va vous coûter. Je m'en fiche, l'interrompit Étienne. Victoire m'a appris que certaines choses valent plus que l'argent. La dignité, la justice, la famille. Il s'agenouilla à nouveau, cette fois à la hauteur de Bruno et Martine. « Êtes-vous d'accord » demanda-t-il. « Ça va être difficile. Les gens vont parler. Certains de vos amis à l'école pourraient entendre des choses désagréables. Êtes-vous prêt à supporter ça pour aider Solange ?» Bruno et Martine se regardèrent. Puis, avec le sérieux d'adultes piégés dans des corps d'enfants, ils hochèrent la tête. « Maman nous a appris à faire ce qui est juste », dit Martine. « Même si c'est difficile, alors nous le faisons ensemble. » Étienne tendit sa main, comme une famille. Solange, Bruno et Martine posèrent leurs mains sur celles d'Étienne. Et à ce moment-là, dans cette cuisine pleine de chocolat renversé, de fruits non coupés et de partitions de musique éparpillées, un pacte fut scellé, non pas de sang, non pas d'obligation, mais de choix. Le choix de se battre ensemble, de rester unis, d'être une famille, non pas parce que le destin les avait réunis, mais parce qu'ils avaient décidé de l'être. Mais tandis qu'Étienne composait le numéro de son avocat, tandis que Solange serrait les enfants dans ses bras, tandis que la lumière du soleil entrait par les fenêtres, illuminant cette scène d'espoir et de détermination, aucun d'eux ne savait ce qui allait vraiment arriver, parce que Rémi Lambert n'était pas un homme qui acceptait la défaite. Et quand il découvrirait qu'Étienne avait décidé de se battre, quand il verrait que Solange n'était pas seule, il ferait monter son attaque à des niveaux qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Dans son bureau au centre-ville, Rémi raccrocha le téléphone après avoir écouté le rapport de sa femme. Son visage ne montrait pas de colère, il montrait quelque chose de pire, de la satisfaction. « Parfait », murmura-t-il en ouvrant un dossier sur son ordinateur. « Maintenant, le vrai jeu va commencer. » Et dans ce dossier, il y avait quelque chose que Solange avait oublié, un secret de son passé qu'elle avait elle-même enfoui si profondément qu'elle ne se souvenait plus qu'il existait. Un secret qui, lorsqu'il serait révélé, ferait passer tout le reste pour un jeu d'enfant. Le passé ne meurt jamais, il attend juste le moment parfait pour revenir. Le collège Saint-Augustin sentait le crayon de couleur et le désinfectant, une combinaison qu'Étienne associait toujours à l'innocence de l'enfance. C'était lundi après-midi, et il avait été convoqué d'urgence par la directrice Lambert. Le message était laconique. Affaire grave concernant Bruno et Martine. Venez immédiatement. Le cœur d'Étienne battait fort tandis qu'il marchait dans les couloirs décorés de dessins d'enfants. À travers les fenêtres des salles de classe, il pouvait voir les enfants travailler à leur pupitre, indifférents au drame qui se déroulait dans la vie de leurs camarades. Quand il arriva au bureau de la directrice, il trouva ses enfants assis sur 2 petites chaises. Bruno avait la lèvre fendue et la chemise déchirée. Martine serrait son sac à dos contre sa poitrine, ses yeux rouges et gonflés à force de pleurer. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Étienne s'agenouilla devant eux, examinant le visage de son fils d'une main tremblante. « Monsieur Montaigne, la directrice Lambert,
Une femme sévère d'une cinquantaine d'années l'interrompit depuis derrière son bureau. Nous devons parler seuls. Ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant mes enfants. La directrice échangea un regard avec quelqu'un qu'Étienne n'avait pas remarqué auparavant. Une femme assise dans le coin du bureau avec un enregistreur sur ses genoux et une carte de presse accrochée à son cou. « Qui êtes-vous » demanda Étienne, son instinct d'homme d'affaires s'activant comme un radar. « Lucie Morel du journal Le Phare ». La femme se leva et tendit la main qu'Étienne ignora. « J'enquête sur une histoire de négligence infantile dans des familles de haut profil. » Négligence ? La voix d'Étienne monta en volume. « De quoi parlez-vous » Lucie sortit son téléphone et fit glisser son doigt sur l'écran avant de montrer à Étienne une série de photographies. Des photographies de Solange avec Bruno et Martine dans le parc, à la maison, leur enseignant la musique. Mais ce n'étaient pas les photographies qui firent se tordre l'estomac d'Étienne. C'était le titre qui les accompagnait, « Homme d'affaires. Il laisse ses enfants aux soins d'une femme au passé criminel. » C'est ridicule. Étienne rendit le téléphone. Solange n'a pas de casier judiciaire. En êtes-vous sûr ? Lucie sortit un dossier et l'ouvrit sur le bureau. Parce que selon mes sources, Solange Duval a été impliquée dans un incident il y a 8 ans. Un incident qui impliquait un mineur. Le monde d'Étienne s'arrêta. Quoi ? La directrice Lambert s'éclaircit la gorge. Monsieur Montaigne, plusieurs parents ont exprimé leur inquiétude. Des rumeurs ont circulé sur votre employée et, eh bien, étant donné qu'elle a un accès direct à vos enfants, je crois que vous avez le droit de savoir la vérité. Quelle vérité ? Étienne sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Lucie commença à lire le document. Il y a 8 ans, lorsque Solange Duval avait 18 ans, elle travaillait comme tutrice d'un enfant de 11 ans nommé Mathieu Leclerc. Un après-midi, l'enfant a dû être transporté à l'hôpital avec une fracture au bras. Les médecins ont trouvé d'autres contusions. Des contusions anciennes. La famille a porté plainte pour maltraitance infantile contre mademoiselle Duval. « C'est impossible », murmura Étienne. Mais sa voix manquait de conviction. Solange ne ferait jamais. Les accusations ont finalement été retirées, continua Lucie. La famille a dit que c'était un malentendu, mais le rapport est toujours dans le système et les personnes avec de tels antécédents, même s'il s'agit de malentendus, ne devraient normalement pas s'occuper d'enfants. Bruno se leva brusquement, son petit corps tremblant de rage. « Solange ne fait de mal à personne », cria-t-il. « Les enfants de ma classe ont dit des mensonges. Ils ont dit que Solange était méchante, et quand je les ai défendus, ils m'ont frappé. » Étienne sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Son fils avait été frappé. Non pas dans la rue, non pas par des étrangers, mais à l'école, par des camarades qui avaient été empoisonnés par des rumeurs. Monsieur Montaigne, la directrice se pencha en avant. « Je comprends que c'est une situation difficile, mais je dois penser à la sécurité de tous les enfants de cette institution. Plusieurs parents ont menacé de retirer leurs enfants si Bruno et Martine continuent de venir tant que cette femme est chez vous. Vous me demandez de choisir entre l'éducation de mes enfants et mon employé. Je vous demande de considérer tous les faits avant de prendre une décision. » Étienne regarda ses enfants. Bruno avec sa lèvre fendue. Martine avec ses yeux pleins de larmes. Des enfants qui avaient finalement commencé à guérir et qui étaient maintenant attaqués par quelque chose qu'ils ne comprenaient même pas. « J'ai besoin de parler à Solange, » dit-il finalement. « C'est la seule chose que vous avez à dire ?» demanda Lucie avec incrédulité. « Vous ne ferez pas de commentaires pour le journal ?» « Si. » Étienne se tourna vers elle, ses yeux brûlants d'une fureur froide. « Faites attention à ce que vous publiez, car si un seul mot de votre article est faux, si vous portez atteinte à la réputation d'une personne innocente, je m'assurerai que vous et votre journal subissiez des conséquences légales qui vous feront regretter vos jours d'étudiant en journalisme. » Il n'attendit pas de réponse. Il prit les mains de Bruno et Martine et sortit du bureau, ignorant les voix qui l'appelaient derrière lui. Le trajet jusqu'à la maison fut silencieux. Bruno regardait par la fenêtre, touchant doucement sa lèvre enflée. Martine ne lâchait pas la main de son père. Quand ils arrivèrent, Solange les attendait déjà à l'entrée, son visage pâle comme la cire. « La directrice m'a appelé, » dit-elle, avant qu'Étienne ne puisse parler. « Elle m'a parlé de l'article, des accusations. »« Est-ce vrai ?» demanda Étienne, se détestant de devoir poser la question. « Vous avez été accusé d'avoir blessé un enfant. » Solange ferma les yeux et hocha lentement la tête. « Oui, c'est vrai. » Bruno laissa échapper un sanglot. Martine serra plus fort la main de son père et Étienne sentit que le monde qu'il avait reconstruit s'effondrait à nouveau. « Mais ce n'est pas ce qu'il pense, » continua Solange rapidement, ses mots se bousculant. « S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. S'il vous plaît, expliquez, » dit Étienne, sa voix plus froide qu'il ne l'avait voulu. Solange s'assit sur la marche de l'entrée, ses jambes ne la soutenant plus. Étienne et les enfants restèrent debout, attendant. Mathieu était le fils d'une famille pour laquelle je travaillais en donnant des cours de musique. Sa voix était à peine un murmure. C'était un enfant doux mais très timide. Pendant des mois, j'ai remarqué des contusions sur ses bras.
sur ses jambes. Quand je lui demandais, il disait qu'il tombait souvent, qu'il était maladroit et j'étais jeune, stupide, naïve. Je n'ai pas reconnu les signes. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Solange. Un après-midi, je suis arrivé tôt chez eux. J'ai entendu des cris venant du sous-sol. Quand je suis descendu, j'ai vu son père le frapper avec une ceinture. Mathieu essayait de se protéger, il pleurait, il le suppliait d'arrêter. Étienne sentit son estomac se nouer. Je me suis interposé entre eux, continua Solange. J'ai pris Mathieu et j'ai essayé de le sortir de là, mais son père m'a suivi. Il y a eu une bousculade. Mathieu est tombé dans les escaliers. Il s'est fracturé le bras. Mon Dieu, murmura Étienne. Quand les ambulanciers sont arrivés, son père leur a dit que j'avais blessé Mathieu. Solange s'essuya les yeux du revers de la main, qu'il m'avait vu devenir violente, que j'étais une employée hors de contrôle. Et quand les médecins ont vu toutes les anciennes contusions, ils ont supposé que j'étais également responsable de celle-là. Et pourquoi les accusations ont-elles été retirées? Parce que Mathieu a finalement eu le courage de dire la vérité. La voix de Solange se brisa. Il a raconté à une assistante sociale ce qui se passait réellement chez lui. Son père a été arrêté. J'ai été disculpé. Mais le rapport de l'incident initial n'a jamais disparu du système et chaque fois que quelqu'un enquête sur mon passé, c'est la première chose qu'il trouve. Le silence qui suivit fut interrompu par le bruit de petits pas. Bruno marcha vers Solange et s'assit à côté d'elle. « Je te crois », dit-il d'une voix ferme. « Je sais que tu ne fais de mal à personne. Je sais que tu ne fais qu'aider. » Martine le suivit, prenant la main de Solange. « Les enfants à l'école sont bêtes », dit-elle avec le sérieux de quelqu'un de beaucoup plus âgé. « Ils ne te connaissent pas comme nous. » Solange les serra dans ses bras, sanglotant maintenant sans chercher à se retenir. Et Étienne resta debout, observant cette scène, ressentant le poids d'une décision impossible. Croire Solange signifiait aller à l'encontre de toute sa communauté. Cela signifiait risquer l'éducation de ses enfants, sa réputation, ses affaires. Cela signifiait livrer une bataille qu'il perdrait probablement. Mais ne pas la croire signifiait trahir la femme que Victoire avait choisie. Cela signifiait briser le cœur de ses enfants. Cela signifiait admettre que l'argent et l'opinion publique valaient plus que la vérité. Il s'agenouilla devant eux. « Solange, regarde-moi. » Elle leva les yeux, ses yeux rouges mais pleins d'espoir. « Vous avez sauvé cet enfant. J'ai essayé. J'aurais dû agir plus tôt. J'aurais dû voir. » « Répondez à la question, » l'interrompit Étienne. « Vous l'avez sauvé ?»« Oui, » murmura Solange. « Il est vivant. Il va bien. Il vit avec sa mère maintenant, loin de son père. » Étienne hocha la tête, quelque chose se résolvant en lui. « Alors, vous n'avez pas à vous excuser de quoi que ce soit. Mais les enfants, l'école, votre entreprise. » Solange se leva. « Étienne, vous ne pouvez pas risquer tout cela pour moi, ça n'en vaut pas la peine. »« Savez-vous ce que Victoire m'a dit avant de mourir ?» demanda Étienne, sa voix chargée d'émotion. « Elle m'a dit que la seule chose que nous possédons vraiment dans cette vie, c'est notre intégrité, que l'argent va et vient, que les réputations se reconstruisent, mais que si vous perdez votre âme dans le processus, vous ne la retrouverez jamais. » Il se tourna vers Bruno et Martine. « Vos grands-parents, les parents de votre mère, ont construit un empire pharmaceutique. Savez-vous comment ils l'ont perdu ? En refusant de retirer un médicament qu'ils savaient dangereux parce que cela leur aurait coûté de l'argent. 4 personnes sont mortes avant que le gouvernement ne les y oblige. L'empire s'est effondré. La famille a été détruite, et Victoire a grandi en voyant les conséquences de choisir l'argent plutôt que les gens. « Qu'est-ce que vous dites ?» demanda Solange. « Je dis que je ne ferai pas la même erreur, » répondit Étienne avec fermeté. « Je me fiche de ce que disent les journaux. Je me fiche de perdre des contrats. Je me fiche de devoir changer mes enfants d'école. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Charles, c'est Étienne. J'ai besoin que vous publiez un communiqué de presse aujourd'hui. Maintenant. »« Oui, je sais qu'il est tard. Non, ça ne peut pas attendre. » Solange le regardait avec incrédulité. « Qu'est-ce que vous faites ? » « Ce que j'aurais dû faire depuis le début, » répondit Étienne. « Me battre non seulement pour vous, mais pour tous. Pour Mathieu, l'enfant que vous avez sauvé, pour Bruno et Martine, qui méritent d'apprendre que faire ce qui est juste vaut plus que d'être populaire. Pour Victoire, qui a cru en vous quand personne d'autre ne l'a fait. » Il revint au téléphone. « Charles, voici ce que vous allez dire. » Étienne Montaigne répond aux récentes accusations contre son employée de maison, Solange Duval. Mademoiselle Duval est non seulement une employée exceptionnelle, mais une héroïne qui a risqué sa propre sécurité pour sauver un enfant d'une situation dangereuse chez lui. Les accusations portées contre elle ont été entièrement rejetées après une enquête approfondie. Toute tentative de diffamer son caractère sera confrontée à des actions en justice. De plus, M. Montaigne annonce la création d'une fondation caritative au nom de son défunte épouse, Victoire, dédiée au soutien des travailleurs domestiques qui dénoncent les abus sur enfants. Le silence de l'autre côté de la ligne fut suivi d'un soupir. « Es-tu sûr de ça, Étienne ? Ça va être la guerre. » « Je suis sûr, »
répondit Étienne en regardant Solange. Absolument sûr. Il raccrocha le téléphone et se tourna vers sa famille. Car c'était ce qu'ils étaient maintenant, non pas par le sang, non pas par obligation, mais par choix. Et maintenant, demanda Solange, sa voix tremblante mais pleine d'espoir. Maintenant, dit Étienne. Maintenant nous mangeons, nous pratiquons la musique, et demain nous affrontons ensemble ce qui vient. Bruno et Martine crièrent de joie et coururent serrer leur père et Solange dans leurs bras. Et pour un instant, sur la marche de l'entrée de cet hôtel particulier, entouré par le son de la ville et l'odeur du jasmin qui poussait dans le jardin, ils n'étaient qu'une famille imparfaite, une famille brisée, mais une famille qui avait décidé de guérir ensemble. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Étienne trouva Solange assise dans le jardin, regardant les étoiles. La guitare de Victoire reposait sur ses genoux. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « J'attends toujours de me réveiller », répondit Solange avec un sourire triste. « J'attends toujours que tu me dises que c'était une erreur, que tu dois protéger tes enfants de moi. Mes enfants sont plus protégés avec toi ici que sans toi, » dit Étienne. « Et moi aussi. » Solange le regarda avec curiosité. « Toi aussi, quoi ?» Étienne ne répondit pas immédiatement. Il resta à regarder les étoiles, cherchant les mots justes pour quelque chose qu'il ne savait même pas nommer. « Depuis que Victoire est morte, je marche dans la vie comme un fantôme, » dit-il finalement, fonctionnant, mais ne vivant pas, respirant, mais ne sentant pas. Et puis tu es arrivé avec ton accordéon et ta guitare et ta façon de faire en sorte que tout redevienne possible. Étienne, je ne dis rien d'inapproprié, s'empressa-t-il de préciser. Je dis juste merci de me rappeler qu'il est bon de continuer à vivre, que Victoire n'aurait pas voulu que je devienne un monument à ma propre douleur. Solange tendit sa main et la plaça sur celle d'Étienne. Ce n'était pas romantique, c'était quelque chose de plus simple et de plus profond. C'était une connexion, c'était une compréhension. C'était deux personnes brisées trouvant dans l'autre le reflet de leur propre résilience. « Nous allons nous en sortir », dit Solange. « Tout ça, les accusations, les rumeurs, nous allons nous en sortir parce que nous ne sommes pas seuls. » « Non », acquiesça Étienne. « Nous ne sommes pas seuls, mais tandis que le ciel nocturne s'étendait sur eux, tandis que la ville dormait, inconsciente de leur lutte, une nouvelle menace se préparait dans l'ombre. » Rémi Lambert lisait le communiqué de presse d'Étienne dans son bureau, un sourire froid aux lèvres. « Mouvement intéressant », murmura-t-il, très courageux, très stupide. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe. À l'intérieur, il y avait des documents qui n'avaient rien à voir avec Solange, des documents sur le passé de Victoire, sur des secrets que même Étienne ne connaissait pas, des secrets qui, lorsqu'ils seraient révélés, non seulement détruiraient la réputation de Solange, mais détruiraient la mémoire même de Victoire, et ce serait sa vengeance parfaite, parce que Rémi Lambert ne voulait pas seulement gagner, il voulait anéantir. La salle de réception du Grand Hôtel de la Paix était bondée. Hommes d'affaires, journalistes, politiciens, tous réunis pour le dîner annuel de la Chambre de commerce et d'industrie. Étienne ajusta sa cravate en observant la foule depuis sa table. À ses côtés, incroyablement, se trouvait Solange, non pas comme son employé, mais comme son invité. La décision avait fait sensation. Plusieurs personnes avaient refusé de s'asseoir à sa table. D'autres le regardaient avec un mélange de curiosité et de mépris. Mais Étienne ne s'en souciait plus. Il avait appris quelque chose ces dernières semaines. L'opinion des personnes qui n'avaient jamais eu à choisir entre le facile et le juste ne valait absolument rien. « Êtes-vous sûr de ça ?» murmura Solange, mal à l'aise dans la robe de prêt que Christine, étonnamment, lui avait donnée. « Je peux encore partir. Vous n'allez nulle part. » répondit Étienne avec fermeté. « Victoire m'a appris que les personnes qui comptent doivent être là aux moments importants, et vous comptez. » Avant que Solange ne puisse répondre, le murmure de la salle s'intensifia. Rémi Lambert venait d'entrer, Gabriel accroché à son bras comme un accessoire coûteux. Il se dirigea directement vers le podium où se trouvaient les organisateurs. « Mesdames et messieurs », sa voix amplifiée par le microphone coupa toutes les conversations. « Je sais que je ne suis pas au programme de ce soir, mais j'ai une annonce qui ne peut pas attendre. » Étienne sentit son sang se glacer. Ce n'était pas prévu. C'était une attaque. Comme beaucoup le savent, continua Rémi, son sourire aussi aiguisé qu'un couteau. Mon cher collègue Étienne Montaigne a défendu avec passion son employé de maison, une femme au passé, disons, discutable. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a plus dans cette histoire, bien plus. « Non », murmura Solange, « s'il vous plaît. »« Non, que fait-il » demanda Étienne. « Ce qu'il aurait dû faire il y a des années, » répondit Solange, son visage perdant toute couleur. « Il détruit le seul souvenir pur qui te reste de Victoire. » Avant qu'Étienne ne puisse en demander davantage, Rémi continua. « Vous voyez, la défunte épouse d'Étienne, Victoire de Valois-Montaigne, avait ses propres secrets, des secrets qui impliquent de l'argent, beaucoup d'argent. » Il sortit une enveloppe et la leva. « Ce sont des extraits bancaires.
Des documents qui prouvent que Victoire Montaigne a détourné des fonds de l'entreprise familiale pendant des années. Des millions d'euros qui n'ont jamais été déclarés. De l'argent qui a curieusement fini sur des comptes au nom de Solange Duval. La salle explosa en murmures. Des caméras de téléphone portable s'élevèrent. Des journalistes s'approchèrent comme des vautours sentant la charogne. Étienne se leva, sa chaise tombant en arrière avec fracas. « C'est un mensonge. Vraiment ?» Rémi sourit. « Je peux montrer les documents. Je peux prouver chaque transfert. La question est, saviez-vous, monsieur Montaigne, saviez-vous que votre sainte épouse volait ou votre employé vous trompe-t-elle depuis tout ce temps ?» Solange se leva aussi, ses mains tremblantes, mais sa voix ferme. « C'est vrai, dit-elle, et la salle se tut complètement. Victoire, oui, elle m'a donné de l'argent, beaucoup d'argent. Solange, s'exclama Étienne. Je dois le faire. Solange le regarda les yeux pleins de larmes. Je dois dire la vérité, toute la vérité. Elle se tourna vers la foule, vers les caméras, vers Rémi, qui la regardait avec une satisfaction triomphante. Victoire m'a donné cet argent parce que je le lui ai demandé, non pas pour moi, mais pour mon frère cadet, André. Il avait besoin d'un traitement expérimental qui n'était couvert par aucune assurance. Victoire l'a appris quand elle m'a entendu pleurer à l'hôpital le jour même où nous nous sommes rencontrés. La voix de Solange se brisa, mais elle continua. Elle n'a pas volé cet argent, c'était son héritage personnel, de l'argent que ses grands-parents lui avaient laissé dans une fiducie distincte. Mais ses parents avaient bloqué son accès parce qu'ils n'approuvaient pas la façon dont elle voulait l'utiliser. Elle a trouvé un moyen légal d'y accéder et me l'a donné sans rien me demander en retour. Histoire commode, se moqua Rémi. Et où est ce frère maintenant? Il est vivant, répondit Solange. Il est à l'université, étudiant la médecine parce que Victoire lui a donné une chance de vivre. Elle sortit son propre téléphone et montra une photographie. Un jeune homme souriant avec une toge et un mortier. C'est André à sa remise de diplôme du lycée. Il ne sait pas que Victoire a payé son traitement, il croit que c'était un programme de bienfaisance parce que Victoire m'a fait promettre de ne jamais le lui dire, qu'il ne grandirait pas en se sentant redevable envers qui que ce soit. Les larmes coulaient librement sur le visage de Solange maintenant. Alors oui, monsieur Lambert, Victoire m'a donné de l'argent, elle m'a donné la vie de mon frère, elle m'a donné de l'espoir quand je n'en avais aucun, et quand elle est morte, je lui ai promis de rendre ce cadeau en prenant soin de ses enfants. Non par obligation, mais parce que c'est ce que nous faisons, nous, les personnes qui avons été sauvées par la bonté des autres. Le silence dans la salle était assourdissant. Rémi regardait Solange avec incrédulité, son moment de triomphe se transformant en cendres. Cela ne change pas le fait qu'elle a dissimulé des transactions financières. Il tenta de se reprendre. Elle n'a rien dissimulé. Une nouvelle voix résonna depuis l'entrée de la salle. Tous se retournèrent. C'était Maître Dubois, accompagné d'un homme plus âgé avec une mallette. « Mesdames et messieurs, je suis l'expert comptable Henri Perrin. J'ai été le conseiller financier personnel de Victoire Montaigne pendant 10 ans et je peux confirmer que chaque euro qu'elle a transféré à Solange Duval a été dûment déclaré. J'ai tous les documents, tous les reçus, toutes les approbations légales. » Il marcha vers le podium, déplaçant Rémi sans ménagement. « En fait, continua-t-il, Victoire avait anticipé que quelqu'un pourrait essayer d'utiliser sa générosité contre sa famille, c'est pourquoi elle a tout documenté méticuleusement. Y compris cette lettre, il sortit une enveloppe scellée. Cette lettre devait être ouverte seulement si quelqu'un tentait de salir la réputation de Solange Duval en utilisant les transactions financières comme preuve. Je crois que c'est le moment. Il brisa le sceau et commença à lire. À qui de droit? Si vous lisez ceci, cela signifie que quelqu'un essaie d'utiliser ma gentillesse comme une arme. C'est triste que nous vivions dans un monde où aider quelqu'un est vu avec suspicion. Solange Duval ne m'a rien demandé. Je lui ai offert mon aide parce que j'ai vu en elle quelque chose que je reconnaissais. Une guerrière. Quelqu'un qui se bat pour ceux qu'elle aime. Quel qu'en soit le prix. L'argent que je lui ai donné n'a pas été volé, n'a pas été caché, il a été donné avec amour et documenté avec précision. Parce que je savais que les personnes médiocres essaient toujours de détruire ce qu'elles ne peuvent pas comprendre, la générosité désintéressée. Si mon mari écoute ceci, je veux qu'il sache quelque chose. Solange n'est pas mon remplacement, c'est mon cadeau, ma dernière lettre d'amour pour lui et nos enfants. Parce que le véritable amour ne se termine pas avec la mort, il ne fait que changer de forme et à Solange, ne les laisse pas te faire sentir moins pour avoir accepté de l'aide. Accepter de l'aide avec grâce est aussi courageux que d'en donner. Maintenant, c'est à toi de faire ce même cadeau aux autres. C'est l'héritage que je veux laisser, avec un amour éternel. Victoire. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Même les journalistes les plus cyniques s'essuyaient discrètement les larmes. Étienne avait le visage enfoui dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Solange marcha vers le podium, prit le microphone d'une main tremblante. « Victoire m'a sauvé de plus d'une façon », dit sa voix résonnant clairement. «
Elle m'a sauvé économiquement, elle m'a sauvé émotionnellement en me donnant un but, et elle m'a sauvé spirituellement en m'apprenant que la bonté n'est pas une faiblesse. C'est la forme la plus pure de force. Elle se tourna vers Rémi, qui avait reculé dans la foule. Vous avez essayé de me détruire parce que je vous rappelais votre propre lâcheté. Parce qu'il est plus facile d'attaquer les vulnérables que d'affronter ses propres démons. Mais ça n'a pas marché parce que je suis entouré de gens qui ont choisi de croire en moi, et c'est quelque chose que tout votre argent et votre pouvoir ne pourront jamais acheter. Rémi ouvrit la bouche pour répondre, mais Gabrielle l'arrêta. À la surprise de tous, elle fit un pas en avant. « Elle a raison », dit Gabrielle. Sa voix à peine un murmure. Surtout, elle se tourna vers son mari. « J'ai été complice de tes mensonges pendant trop longtemps. J'ai ignoré les femmes qui venaient me raconter des histoires sur toi, parce qu'il était plus facile de les blâmer que d'admettre qui j'avais épousé. Mais c'est fini. » Elle sortit une enveloppe de son sac. « Ce sont les papiers de divorce. Ils sont déjà signés par moi. Et ceci, elle sortit un enregistreur. C'est chaque conversation que nous avons eue ces 3 derniers mois. Chaque plan, chaque menace, chaque tentative de détruire des personnes innocentes. » Elle regarda Solange. « Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir été plus courageuse avant. » Gabrielle se retourna et sortit de la salle, laissant Rémi debout, exposé, son empire de mensonges s'effondrant en temps réel. Les journalistes se précipitèrent sur lui, mais Étienne ne faisait plus attention. Il marcha vers Solange et la serra dans ses bras. Une longue étreinte, serrée, qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. « Merci », murmura-t-il, pour tout. « Merci à vous », répondit Solange, d'avoir cru. Quelques semaines plus tard, l'hôtel particulier des Montagnes était rempli de musique. Non seulement Bruno avec son accordéon ou Martine avec sa guitare, mais d'autres enfants, 10 pour être exact. Étienne observait depuis la terrasse comment Solange enseignait à un groupe diversifié d'enfants. Certains de familles aisées, d'autres de quartiers qui n'avaient jamais vu l'intérieur d'une maison comme celle-ci. La Fondation Victoire Montaigne avait officiellement commencé sa mission, enseigner la musique à des enfants de toutes les couches sociales, sans discrimination, sans jugement, juste l'amour de l'art et la conviction que chaque enfant mérite la chance de trouver sa voie. C'est beau, n'est-ce pas? Étienne se retourna. Christine était derrière lui, observant également la scène. « Je n'aurais jamais cru revoir cette maison pleine de vie », continua sa belle-mère. Victoire serait si fière. De Solange, vous voulez dire? De vous tous. Christine sourit. De vous d'avoir eu le courage de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. De Solange, de ne pas s'être laissé briser. De mes petits-enfants, de nous rappeler que les enfants voient la vérité plus clairement que les adultes. Et oui, de Victoire, d'avoir planifié tout ça, même si elle savait qu'elle ne serait pas là pour le voir. Dans le jardin, Bruno termina une pièce particulièrement difficile. Les autres enfants applaudirent. Solange le serra dans ses bras, et il sourit avec une joie qui avait été impensable 1 an auparavant. « Solange restera ?» demanda Christine. « Officiellement. Elle a cessé d'être employée il y a des semaines, » répondit Étienne. « Maintenant, elle est la directrice de la fondation et elle est de la famille, juste de la famille. » Christine lui jeta un regard connaisseur. Étienne sentit qu'il rougissait. « C'est trop tôt. Victoire à peine. »« Victoire est morte, » dit Christine avec douceur, mais fermeté. Et elle n'aurait pas voulu que vous passiez le reste de votre vie dans un mausolée. Croyez-moi, je sais ce qu'elle aurait voulu pour vous. C'était ma fille, et elle vous aimait suffisamment pour vouloir que vous soyez heureux, même si ce bonheur venait d'une autre personne. Je ne sais pas si je suis prêt. Personne n'est prêt pour l'amour. Christine posa une main sur l'épaule d'Étienne. Nous sommes juste disposés ou non. Et quand vous serez disposés, je crois que vous découvrirez que Solange l'est aussi. Avant qu'Étienne ne puisse répondre, Martine courut vers eux. « Papa, grand-mère, vous devez venir voir. On va jouer la chanson de maman. » Elle les entraîna dans le jardin où tous les enfants étaient alignés avec leurs instruments. Bruno devant avec son accordéon, Martine avec la guitare de Victoire et Solange au centre tenant les mains des deux. Cette chanson, annonça Solange, est très spéciale. Elle a été écrite par une femme très spéciale pour les personnes qu'elle aimait. Et aujourd'hui, nous allons tous la jouer en son honneur. La musique commença. La vie en rose, la chanson préférée de Victoire, mais ce n'était pas parfait. Certains enfants jouaient faux, d'autres perdaient le rythme, mais il y avait quelque chose dans cette imperfection qui était absolument magnifique. C'était la vie, c'était l'amour, c'était l'héritage d'une femme qui avait compris que l'immortalité ne vient pas du souvenir, elle vient du changement de vie. Étienne sentit des larmes couler sur ses joues, mais pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de gratitude, d'émerveillement devant le fait que de la douleur la plus sombre peut naître la lumière la plus brillante. Quand la chanson fut terminée, tous les parents qui étaient venus chercher leurs enfants applaudirent. Même quelques voisins qui s'étaient penchés par-dessus le mur se joignirent aux applaudissements. Bruno et Martine coururent vers leur père. « On a bien joué ?» demanda Martine.
Tu crois que maman nous a entendus » Étienne s'agenouilla et les serra tous les deux dans ses bras. « Je suis sûr que oui. Et je suis sûr qu'elle sourit. »« Tu n'es plus triste, papa » demanda Bruno. Étienne regarda ses enfants, puis regarda Solange, qui observait de loin avec un doux sourire. Il regarda Christine, qui avait enfin trouvé la paix. Il regarda tous ses enfants qui avaient maintenant la chance que Victoire avait voulu leur donner. « Elle me manque toujours » répondit-il avec honnêteté. « Elle me manquera tous les jours de ma vie, mais je ne suis plus piégé dans la tristesse. Parce qu'elle m'a appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas se figer au moment où vous l'avez perdu, cela signifie porter cet amour avec vous tout en allant de l'avant. »« Et Solange nous aide à avancer » demanda Martine, avec la sagesse simple des enfants. « Oui, » répondit Étienne. « Solange nous aide tous. » Cette nuit-là, après le départ du dernier enfant, après que Christine eut fait ses adieux avec de longues étreintes, Étienne trouva Solange dans le jardin. Elle était assise près du rosier que Victoire avait planté des années auparavant. Le même rosier qui avait été mort pendant des mois après sa mort et qui, miraculeusement, avait recommencé à fleurir. « Sais-tu ce qui est le plus étrange » dit Solange quand Étienne s'assit à côté d'elle. « J'ai l'impression de la connaître, comme si Victoire était mon amie, même si nous n'avons parlé qu'une poignée de fois. Elle avait cet effet sur les gens, » répondit Étienne. « Elle te faisait te sentir vue, valorisée, comme si ta vie comptait. Je me demande si elle savait. » Solange toucha doucement un pétale de rose. Si elle savait que tout cela allait arriver. L'attaque de Rémi, la révélation publique, tout. Connaissant Victoire, elle avait probablement 3 plans de contingence pour chaque scénario possible. Étienne sourit. Elle avait toujours 10 coups d'avance sur tout le monde, même sur toi, surtout sur moi. Ils restèrent silencieux un instant, écoutant les grillons et le doux murmure de la fontaine dans le jardin. « Étienne, » dit Solange finalement, « t'inquiètes-tu parfois que ce que tu ressens pour moi ne soit que de la gratitude, que tu te trompes ?» Étienne se tourna vers elle, surpris. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?»« Parce que je m'en inquiète, » admit Solange. « Je m'inquiète que ce que je ressens pour toi ne soit que parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as défendu quand personne d'autre ne l'a fait. Comment savoir si c'est réel ou si nous ne sommes que 2 personnes brisées s'accrochant l'une à l'autre ?» Étienne réfléchit à la question un long moment. « Victoire m'a dit quelque chose une fois, » commença-t-il. « Elle m'a dit que le véritable amour n'est pas un éclair qui te fend en deux. C'est un feu qui se construit lentement, alimenté par de petits actes de gentillesse, par des choix conscients de rester même quand c'est difficile. Elle m'a dit qu'elle n'était pas tombée amoureuse de moi en un instant, elle est tombée amoureuse de moi en 1000 petits moments. » Il prit la main de Solange. « Alors je ne sais pas si ce que je ressens est réel, je ne sais pas si je suis prêt, je ne sais pas si c'est trop tôt, ou si Victoire approuverait, ou si je trahis sa mémoire. Mais je sais ceci. Quand je te vois enseigner à mes enfants, quand je vois comment tu prends soin de personnes que tu ne connais même pas, quand je vois ton courage et ta dignité et ta bonté inébranlable, je ressens quelque chose, et ce quelque chose grandit chaque jour. Je le ressens aussi, » murmura Solange. « Alors, peut-être, » continua Étienne, « peut-être pouvons-nous nous donner du temps. Nous pouvons construire ce feu lentement, sans hâte, sans pression, juste en voyant ce qui se passe. » Solange sourit, les larmes brillant dans ses yeux. « J'aimerais ça. » À ce moment-là, sans le planifier, leurs fronts se touchèrent. Ils ne s'embrassèrent pas encore. Mais il y avait une promesse dans ce contact, une promesse que l'avenir, quand il viendrait, serait construit sur des bases solides, sur la vérité, sur le choix, sur un amour qui avait été gagné, non seulement ressenti. De la fenêtre d'en haut, Bruno et Martine observaient en souriant. Ils savaient déjà ce que les adultes étaient encore en train de découvrir, que leur famille n'était pas brisée, elle était juste en train de se transformer, et que parfois la fin la plus heureuse n'est pas celle dont on a rêvé, c'est celle dont on n'a jamais su qu'on avait besoin.